Denis Belnaud pour la première intervention. Voilà, donc juste en deux mots, Denis Belnaud, donc, qui est phytochimiste pharmacien de formation pour l'ITEPMAI en charge du laboratoire et du service phytochimie normalisation. Merci messieurs les présidents. Déjà, je souligne que je commence avec 7 minutes de retard. Hein, ça marche pas. Donc voilà, je vais vous présenter l'étude Alcimed. Alcimed, c'est un cabinet de consultants donc, qui a réalisé une étude qui a été publiée en juillet 2011 qui s'intitulait « Évolution des débouchés des plantes médicinales en fonction des évolutions réglementaires et des tendances générales de consommation ». C'était une demande, donc, c'est une étude à la demande de France Agrimaire et financée par France Agrimaire. Donc voilà l'objectif qui est marqué dans l'introduction de cette étude, hein, c'est donc d'accompagner France Agrimaire en réalisant d'abord un état des lieux du cadre réglementaire en vigueur, donc français et européen, ils incluaient dedans la Suisse, de ce qui était en cours de préparation à l'époque et des évolutions que Alcimed prévoyait donc à 5 ans. Et après, sur cette base, d'essayer d'évaluer l'impact de ces réglementations et de leur évolution sur les débouchés des plantes médicinales et des principales tendances de consommation. Pour info, un résumé de cette étude est disponible sur le site de France Agrimaire. Alors, déjà, les limites de cette étude, forcément, ça ne pouvait pas être quelque chose d'universel. Donc, elle porte sur des plantes médicinales au sens assez large, mais celles qui ont un usage majoritairement médical ou en lien avec la notion de bien-être. Et cette étude va privilégier une approche par destination. Donc, elle a été réalisée principalement avec une étude bibliographique des réglementations existantes ou en projet qu'ils ont pu consulter, une quarantaine d'entretiens avec des personnes représentatives des entreprises et des administrations en charge ou impliquées dans ces différents secteurs économiques. Et ces secteurs économiques, c'est donc l'approche par destination, c'est le secteur cosmétique, le secteur pharmaceutique, le secteur des compléments alimentaires et les secteurs vétérinaires et de l'alimentation animale. Donc je rappelle, c'est un financement par France Agrimaire. Donc c'est ça le plan que je vais suivre. Et à la fin, j'essaierai de rajouter quelques données économiques que j'ai pu trouver. Et voilà. Hop. Alors on va commencer par le secteur cosmétique. Déjà un petit rappel, c'est que dans le secteur cosmétique, a priori, les PAM, donc plantes à parfum aromatique et médicinales, ne sont pas utilisées en l'état. Elles sont utilisées sous forme d'extraits, dont les huiles essentielles, qui peuvent être considérées soit comme des actifs, soit comme simplement des agents parfumants. À l'époque de cette étude, la directive qui régissait au niveau européen la fabrication et la commercialisation des cosmétiques, c'était la directive 76/768, amendée un certain nombre de fois, 7, et donc qui ne comportait rien de réellement spécifique aux plantes à parfum médicinal aromatique. Il y avait éventuellement des conséquences, mais il n'y avait rien de spécifique à ce type de matière première. Alors c'était impacté en particulier au niveau du 7e amendement par une liste de substances réputées allergènes, qui avait donc des conséquences sur l'étiquetage des produits. Et puis on trouva une annexe 2 avec une liste de substances interdites et une annexe 3 avec des substances dont la teneur est limitée dans le produit mis à disposition du consommateur. Alors depuis cette directive et depuis cette étude, un nouveau règlement est entré en application. Il est entré en application au 11 juillet 2013. C'est le règlement 1223 de 2009. Il n'y a toujours aucun chapitre réellement spécifique à notre filière PAM. On retrouve la liste des substances allergènes avec déjà une addition de nouvelles substances. On trouve une annexe 1, et là c'est la nouveauté importante par rapport à la directive précédente, qui demande que dans les dossiers de fabrication, il y ait un rapport sur la toxicité du produit mis à disposition, ainsi que des matières premières. Et il y a aussi un renforcement des exigences de traçabilité qu'on ne trouvait pas de façon explicite dans la directive 76. Et puis on retrouve dans les annexes 2 et 3 quasiment les mêmes choses que dans celle de la directive précédente. Et sur par exemple l'annexe 2, les 1300 substances interdites, il y a à peu près une trentaine de plantes. On retrouve ces plantes en général aussi sur la liste B des plantes médicinales, donc des plantes réputées quand même toxiques. Et dans les limitations,
il y a un point particulier sur tout ce qui est substances photosensibilisantes, donc les furanocoumarines. Alors dans le secteur cosmétique, Alcimed insiste aussi sur la réglementation REACH. Alors REACH, c'est un système d'enregistrement, d'évaluation et d'autorisation des substances chimiques. C'est un système européen qui est géré par une agence européenne qui est l'ECHA, Agence européenne des produits chimiques. Cette réglementation oblige les entreprises qui fabriquent et qui importent dans la communauté européenne des substances chimiques à évaluer les risques résultant de leur utilisation. Et ces substances chimiques au sens très large, puisque ça englobe aussi les produits d'origine naturelle, dont les extraits, même si manifestement cette réglementation n'a pas été bâtie pour des produits aussi complexes que les produits naturels, ce qui pose des problèmes. Donc cette réglementation a pour objectif en fait, d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et aussi de l'environnement. Il y a ces deux aspects dans les dossiers REACH. Alors, quelles sont les conclusions d'Alcimed sur cette partie utilisation des plantes dans le secteur cosmétique? Ils reviennent sur le fait qu'il n'y a ni restriction ni réglementation vraiment spécifique à l'utilisation de plantes ou d'extraits de plantes dans les produits cosmétiques, et donc ça à l'échelle de l'Union européenne. Ils pensent que le règlement 1223-2009, donc celui qui est entré en application au mois de juillet de 2013, n'aura pas d'impact significatif sur la production française des plantes médicinales. Par contre, de façon indirecte, il va pousser les fabricants à exiger de plus en plus de qualité, de sécurité et d'information sur les matières premières utilisées, en gros d'améliorer la traçabilité de leurs produits et d'avoir des exigences plus fortes, éventuellement en dosage de résidus, etc., par rapport à leurs fournisseurs de matières premières. Il indique aussi que REACH pourrait avoir un impact fort sur l'utilisation des extraits de plantes dans le secteur cosmétique, mais en raison de la position très floue de l'ECHA, donc l'agence européenne, concernant justement l'enregistrement de ces substances, ils estiment qu'ils ne pouvaient pas, donc en 2011, évaluer ce risque, son importance et son impact. Mais c'est un risque manifeste et qui pouvait être relativement important. Concernant le marché, la filière française de plantes à parfum médicinal aromatique est reconnue dans le domaine des cosmétiques naturels comme étant très bonne qualité et généralement très bonne traçabilité aussi. Mais on voit apparaître une réflexion concernant un manque de structuration de cette filière pour répondre aux besoins des industriels. En gros, entre les lignes, il y a trop de petits fournisseurs et pas assez de structures centralisées qui permettraient éventuellement d'assurer en permanence des besoins sécurisés. Donc c'était pour la partie cosmétique. On arrive à la partie médicaments vétérinaires et alimentation animale. Donc là, je passe directement aux conclusions de l'étude d'Alcimed. Concernant les médicaments vétérinaires, la réglementation très stricte fait qu'on est obligé de passer par un système d'autorisation de mise sur le marché. De mémoire, à l'heure actuelle, de médicaments strictement vétérinaires avec des plantes, s'il y en a 5 sur le marché français, je crois que c'est un petit peu le bout du monde, pour tout un tas de raisons, qui sont dues en fait un peu au système particulier des médicaments vétérinaires et du système vétérinaire en France, où les vétérinaires sont à la fois prescripteurs, éventuellement fabricants, vendeurs et utilisateurs des médicaments, ce qui ne se fait pas dans le cadre de la médecine humaine. Alors, donc il y a très peu de choses en fait qui se fait au niveau des vrais médicaments, au sens médicaments comme pour la médecine humaine, dans le domaine vétérinaire. Le seul secteur un peu florissant, ça serait l'homéopathie, avec en fait des grands labos, puis aussi beaucoup de pratiques répondant plus ou moins en fait à la réglementation. Et ça, c'est en fait très utilisé dans le secteur de l'élevage plutôt bio. Voilà, c'est pas trop les usages traditionnels. À côté donc du vétérinaire, où donc normalement il s'agit de traiter des pathologies ou de les prévenir, il y a le secteur de l'alimentation animale. Donc pour Alcimed, les plantes médicinales sont pour la plupart des cas considérées comme des simples matières premières, et donc il n'y a pas de réglementation spécifique. Ils pensent qu'en raison de l'interdiction des antibiotiques, je vous rappelle les 2 derniers ont été retirés du marché en Europe en 2006, en tant que facteur de croissance. Donc, en raison de cette interdiction, ainsi que de la volonté des éleveurs de pouvoir utiliser des produits naturels, le marché des additifs issus d'extraits végétaux tend à se développer fortement. Voilà le sentiment d'Alcimed à l'époque. Et là encore, concernant la production, on retrouve une remarque en disant que qualité et traçabilité de la production française, généralement reconnue comme bonne à très bonne.
Par contre, pas assez compétitive. Hein, le secteur de l'alimentation animale, c'est quand même un secteur où un centime de plus dans la fabrication d'un aliment, c'est quand même quelque chose d'important. On n'est pas tout à fait au même niveau que dans le cosmétique ou le pharmaceutique. Donc là, c'est un problème de compétitivité, donc de coût des matières premières. Alors, homéopathie, ça je l'ai dit, tac. Pour vous resituer un petit peu la place que peuvent prendre les plantes ou les extraits de plantes dans le secteur de l'alimentation animale. Bon, ça, c'était la situation en 2011. Il y a plusieurs possibilités. Soit une matière première, voilà, comme du foin, etc. Là, il n'y a pas de réglementation particulière. On peut aller se retourner sur le site de l'Union européenne, un Feed Material Register, dans lequel il liste tout ce qui est considéré comme des matières premières classiques utilisables en alimentation animale. Donc tout va bien tant qu'il n'y a pas de revendication thérapeutique. Ensuite, ça peut être des additifs. Et donc, il y avait un projet, un règlement 1831 de 2003, qui donnait des autorisations provisoires et indiquait qu'il fallait déposer des dossiers d'additifs, en particulier dans le secteur des aromatisants et des additifs zootechniques. Bon, il faut savoir que le secteur, ou plutôt l'étiquette aromatisant, était beaucoup utilisée en alimentation animale pour utiliser des huiles essentielles, pour utiliser des extraits, avec, pas marqué dessus, mais lors de la session à l'utilisateur, des conseils thérapeutiques. Donc, comme ça a été le cas il y a 20 ans à peu près dans le secteur d'alimentation humaine, où on vendait des extraits aromatisants, entre guillemets, qui n'avaient aucune odeur, mais qui avaient pour vocation en fait d'être des antioxydants. C'est la fameuse histoire du romarin. Donc voilà pour les additifs. Et puis il y a une autre catégorie dans laquelle pouvaient ou peuvent rentrer des plantes médicinales, ce sont les aliments composés, avec 3 catégories. Les aliments complets, c'est-à-dire que ça se substitue à l'alimentation de l'animal. Les aliments complémentaires, donc ça vient en plus de l'alimentation normale, et donc il y a tout un tas de catégories dont certaines sont régies par des réglementations ou des directives européennes, comme les prémélanges et les aliments diététiques. Et puis il y a une particularité française qui sont les suppléments nutritionnels. Là, en plus de l'alimentation animale, on peut rajouter quelque chose pour améliorer des performances zootechniques. Bon, ça c'était la situation en 2011. Et la situation en fin 2013, pour se mettre en conformité avec la réglementation européenne, les suppléments nutritionnels ont disparu, ne sont plus autorisés en France. Et surtout, on a vu un règlement 230-2013 qui listait dans la catégorie des aromatisants plusieurs centaines de produits, dont beaucoup de plantes, d'extraits de plantes ou d'huiles essentielles, qui jusqu'à maintenant, qui dans un premier temps avaient été déclarés comme des aromatisants, mais qui n'ont pas été défendus, puisqu'en fait le document précédent, la suite 2003, demandait à ce qu'il y ait des dossiers déposés auprès de l'EFSA pour justifier l'usage de ces produits. Ça n'a pas été fait. Donc toutes ces substances ne sont plus autorisées dans l'alimentation animale en tant qu'aromatisants. Alors après, si on veut les utiliser, ça sera comme additifs zootechniques, mais donc il faut faire des dossiers. Et il y a un certain nombre d'entreprises qui sont regroupées pour faire des dossiers d'autorisation, d'enregistrement de l'additif zootechnique. Mais il faut dire, cette voie-là, accessoire ou annexe d'aromatisant, était quand même beaucoup utilisée de façon un peu détournée, jusque donc à fin 2013. Alors, perspective d'Alcimed dans le secteur vétérinaire et alimentation animale. Bon, pour eux, il y a toujours une forte opportunité de développement pour les additifs d'origine naturelle. Bon, voilà. Ils disent, d'après leurs sources de 2008, que le marché mondial des additifs est estimé à 12 milliards d'euros, dont à peu près la moitié pour le marché européen. Et sur le marché européen, on a la France, en particulier l'Ouest, avec la Bretagne et la région Pays de Loire, qui sont 2 régions très très productrices d'additifs pour l'alimentation animale, qui va jusqu'au prémix. Et puis, ils pensent que la croissance est comprise entre 5 et 10% par an pour les additifs en général, et pour les additifs à base de plantes, ça pourrait atteindre 15 à 20% par an. Donc, d'après leurs impressions et leurs études, un marché en plein développement. On passe au secteur pharmaceutique. Alors, l'évolution réglementaire, en fait, c'est la directive 2004-24 qui fixe des dispositions particulières pour les médicaments traditionnels à base de plantes. Il y a maintenant 2 catégories, des médicaments d'usage bien établi et des médicaments d'usage traditionnel, avec des différences entre les deux suivant en fait le recul d'utilisation. Et puis après, ça va porter sur la lourdeur, on va dire, ou
l'épaisseur des dossiers qu'il va falloir remplir pour pouvoir faire des dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché. Et cette même directive 2004-24 a exigé un renouvellement de toutes les AMM à base de plantes existantes en fixant comme limite début avril 2011. Donc, je ne sais pas si vous suivez un petit peu ce qui s'est passé, mais on a vu depuis début 2011 jusqu'à mai-juin 2011 tout un bruit sur Internet en disant voilà, l'Europe va tuer les plantes médicinales, c'est la disparition des médicaments à base de plantes, machin, etc. Qui était juste en fait une mauvaise interprétation. Hein. C'était juste les AMM devaient être remises à jour à la date d'avril 2011, mais il y a toujours la possibilité de faire des médicaments où il y avait la possibilité aussi de continuer à renouveler les dossiers d'AMM. Donc là c'est intégralement ce qu'il y avait sur une des diapos de l'étude Alcimed. Il résumait que les médicaments qui avaient déjà une AMM obtenue par la procédure simplifiée, en fait ils pouvaient faire une demande de renouvellement qui était acceptée ou pas, hein, suivant la qualité du dossier, ou bien ils ne le faisaient pas, et dans ce cas-là le médicament était abandonné. Voilà. Et puis pour les médicaments à base de plantes qui ne disposaient pas d'AMM, il faut faire une nouvelle demande d'AMM. Et donc il y a toujours la possibilité théorique et juridique de faire des médicaments à base de plantes dans l'Union européenne. Alors ils indiquaient que le prix d'une nouvelle demande en France s'élevait à peu près à 10 000 €. Je pense que c'est juste le prix de l'enregistrement, parce que le prix des études qui vont avec, a priori c'est un peu plus que ça quand même. Voilà. Alors les conclusions d'Alcimed sur le secteur pharmaceutique donc humain. Alors, ils pensent que cette obligation de renouvellement des AMM ne va pas avoir d'impact majeur sur le marché des médicaments traditionnels à base de plantes. Ils indiquent que d'autres pays comme le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie sont susceptibles d'être des marchés intéressants. Par le système de reconnaissance mutuelle, donc, parce que normalement avec cette nouvelle réglementation, quand un laboratoire a une AMM dans un pays, il devrait très facilement pouvoir avoir un transfert de cette AMM dans les autres pays de la Communauté européenne. A priori, d'après ce qui se dit, ça reste très théorique. Donc cette reconnaissance mutuelle ainsi que les monographies faites par l'EMA, l'EMA c'est l'Agence européenne du médicament, hein, donc ça devrait faciliter le développement des médicaments à base de plantes. Bon, il y a cependant un risque de baisse de demande, fonction des plantes qui sont utilisées, hein, il y en a quand même je crois 250 qui sont impliquées dans des médicaments ou qui ont été impliquées dans des médicaments à base de plantes assez récents, donc certaines pourraient disparaître parce que les laboratoires ne vont pas défendre leurs AMM. Alors ils disent que pour les plus grosses plantes, le risque est faible, mais que dans certaines plantes de niche, là par contre le risque peut être important. En fait ça dépend des cas quoi. Donc moi j'ai été voir un petit peu sur le site de l'ANSM là, qui a été renouvelé, remis à jour, etc., amélioré depuis pas très très longtemps. On trouve entre autres un répertoire des médicaments. Je suis allé voir dans la liste des médicaments en vente libre, et hors homéopathie, il y a actuellement seulement 38 spécialités avec AMM de médicaments à base de plantes. Hein, ce qui n'est pas énorme, si on se rapporte à ce qu'il y avait il y a encore 10 ans. Voilà. Et par exemple, Arco Pharma, alors tout marché confondu, c'est-à-dire aussi bien les médicaments en vente libre que les médicaments sur ordonnance, n'a plus actuellement, d'après le site de l'ANSM consulté il y a 15 jours, que 40 spécialités sur le marché. Un autre exemple, j'ai pris le Mélilo. Actuellement, il y a 2 spécialités, dont une commercialisée sous 3 formes. Et donc, en gros, il y a 3 spécialités à base de Mélilo autorisées en France. Bon, en Europe, il y en a d'autres. Hein. Mais en France, voilà. Je pense que c'est un petit peu là une conséquence de cette disparition, enfin de cette exigence de renouvellement des AMM. Et on y sera peut-être un petit peu juste après. Pour terminer sur le secteur pharmaceutique, parlons de l'herboristerie. Depuis le 12 juillet 2011, la proposition de loi pour la remise à jour d'un diplôme d'herboristerie par un sénateur. A priori, il n'y a pas eu d'avancée. J'en ai pas eu connaissance. Et d'après les sites qui suivent ça d'un peu près, ça n'a pas beaucoup bougé non plus. Dernier secteur, les compléments alimentaires. Donc la directive 2002-46 qui redonne des définitions, ça c'est pas très récent. Il n'y avait rien de spécifique concernant les plantes médicinales jusqu'à maintenant. On a, alors, au niveau français, un projet d'arrêté avec une liste de plantes, il y en a je crois 400 ou 500. On ne sait toujours pas en fait vraiment à quoi ça doit servir cette liste. Il y a encore des discussions en cours. D'après Alcimed, donc ça c'était il y a 2 ans, ils imaginaient que beaucoup d'entreprises allaient
transformer leurs médicaments en compléments alimentaires parce que la procédure paraissait plus simple, les dossiers moins coûteux, les marges bien supérieures dans le domaine des compléments que du médicament, et qu'ils continuaient à avoir une demande forte des consommateurs. Bon, là, je ne suis pas très convaincu parce que, a priori, ça a l'air aussi compliqué de faire un complément alimentaire en respectant la réglementation qu'un médicament à base de plantes. Donc ça, c'était une synthèse sur différents cas, etc. Pour vous donner un petit peu une image, ça, on trouve ça sur le site de l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité des aliments. Voilà les compléments alimentaires et voilà tous les textes réglementaires que ça concerne. Bon, et en particulier les health claims, donc ce qu'on appelle les allégations. Ces allégations, en fait, c'est ce qui doit accompagner sur les étiquettes donc la désignation du complément alimentaire. Alors, d'après une réaction là, du Synadiète qu'on peut trouver sur le site de BioTV, qui date de novembre 2013, l'Union européenne, en fait, voyant que c'était un peu bloqué entre les différents pays, a proposé à toutes les autorités nationales de choisir entre deux options concernant ces allégations, soit faire des études cliniques pour la démonstration des allégations, et il y a des entreprises du complément alimentaire qui sont parties là-dessus, qui sont en train de payer des études cliniques. Et puis, une deuxième option, c'est refaire comme pour les médicaments à base de plantes, c'est-à-dire utiliser une notion d'usage traditionnel. Et puis après, il y a une autre option un peu plus évoluée, où c'est toujours sur la base d'usage traditionnel, mais en accentuant beaucoup la partie qualité et sécurité d'utilisation de ces dossiers. Alors, l'option 1, ça serait assez catastrophique, en fait. En gros, ça permettrait juste à quelques grosses entreprises de continuer à faire des compléments alimentaires. Et puis, toute la multitude de petites entreprises, PME, disparaîtrait. Et l'option 2B est soutenue à la fois par la France, la Belgique et l'Italie, qui ont mis en place un programme qui s'appelle Belfrit. Voilà. Ils ont arrêté une liste commune d'à peu près 1000 plantes, avec pour chacune des allégations. Et il semblerait que cette liste-là soit soumise actuellement à l'Agence européenne, à l'EFSA. Bon, on espère avec de bonnes chances de succès. Faudrait que tu conclues, Denis. Ouais, je vais faire ça alors. Je vais conclure avec une toute petite notion économique sur un site qui s'appelle Premium Beauty, dédicace Mathieu, News. Ils estiment que de 2012 à 2018, le marché des cosmétiques naturels devrait augmenter de près de 10% par an. Bon, ça semble aussi encourageant. Sur un autre site américain, ils estiment que le marché des Herbal Remedies va atteindre 107 milliards de dollars en 2017. Ça, c'est la croissance depuis 2000 jusqu'à 2012. Donc, c'est en croissance constante. Juste pour donner une image, en France, le marché en 2012 il est estimé à 465 millions d'euros, ramené là au milliard d'euros. Pareil en Angleterre. Et donc les recommandations d'Alcimed, c'était maintenir et renforcer l'avantage concurrentiel de la production, avec surtout de la structuration de la filière des plantes, tout en maintenant un niveau élevé. Ils n'ont pas mis, mais en maintenant des prix bas. Limiter les menaces liées aux évolutions réglementaires, là c'est du lobbying politique. Et saisir les opportunités potentielles offertes par les évolutions réglementaires, là c'est médicaments traditionnels à base de plantes, et puis essayer de s'adapter et de prévoir un petit peu l'évolution de l'industrie des additifs pour l'alimentation animale. Et je vous remercie de votre attention. Et donc voilà, c'était de la prospective. Donc merci Denis. On a le temps pour 2-3 questions. Donc je vous demanderai simplement de vous présenter en 2 mots avant de poser votre question. Juste une question pour lancer la discussion. Donc l'étude visiblement montre qu'il y a des perspectives de développement qui sont florissantes, c'est le cas de le dire, pour les différents secteurs d'activité. Il y a quelque chose qui est apparu aussi de façon très très forte au niveau de ta présentation, c'est le poids extrêmement important de la réglementation. Comment gérer cette dualité entre une réglementation extrêmement contraignante et puis derrière des perspectives de développement? Est-ce que ça peut faire bon ménage et jusqu'à quel point? Donc déjà c'est une excellente question, merci. En fait, on a vraiment des oppositions entre une réglementation européenne, des réglementations nationales, des autorités nationales plus ou moins frileuses suivant les pays. Et puis on a aussi une opposition entre le domaine des compléments alimentaires et le domaine de l'alimentation et de
du médicament à base de plantes. D'après les derniers échos qu'on a eus, là, parce que lundi dernier, il y avait une des premières réunions du nouveau groupe de la pharmacopée à Saint-Denis, ça a l'air très difficile maintenant d'avoir soit des AMM, soit même de renouveler des AMM à base de plantes. Il semblerait que le niveau d'exigence au niveau de la toxicologie et au niveau de démonstration d'activité, d'après les entreprises, soit un peu démesuré par rapport à la taille des marchés et à l'impact économique. D'après les gens de l'agence, c'est les médicaments à base de plantes qui ne veulent pas être suffisamment sérieux, etc. Enfin, il semble qu'on parte là au niveau français sur un fossé qui se creuse de plus en plus entre les industriels et puis l'administration, qui n'a toujours pas fini de pleurer sur les larmes de l'agence du médicament, enfin de pleurer sur les accidents de l'agence du médicament, et donc il faut un peu payer ça aux industriels. Ça paraît assez difficile. J'entends dire, si c'est comme ça, on va les faire nos AMM en Allemagne, en Belgique, etc., ou en Angleterre, et puis on reviendra avec des AMM européennes qui ne pourront pas s'y opposer. Voilà. Et l'hypothèse de transformer tous les médicaments à base de plantes en compléments alimentaires, je pense que c'est vraiment qu'une hypothèse, quoi. On voit bien qu'il y a des entreprises qui en fait mettent quasiment les mêmes produits sur les deux marchés, compléments alimentaires ou médicaments à base de plantes, secteur pharmaceutique. Je pense que de toute façon, les dossiers, quels qu'ils soient, dès l'instant qu'on fait un dossier un peu complet avec des études cliniques, de la toxico, etc., se contenter d'un seul marché, ça fait très peu, quoi. Voilà. Donc en fait, il y a une espèce aussi de hiatus entre une demande des consommateurs qui continue à être forte, avec des exigences de sécurité, des réglementations européennes, des réglementations nationales, et puis des applications au niveau des agences du médicament, que ce soit en France ou dans les autres pays, qui ne sont pas toutes cohérentes les unes avec les autres. Donc c'est vraiment très complexe, et pour ça que j'ai mis une bulle de cristal. Une bulle de cristal. Il n'y a pas d'orientation très nette qui semble se dessiner. On n'a pas un ministre de la Santé qui dit on va faire ça, on n'a pas un directeur d'agence qui dit voilà, la loi ça va être ça. Ça reste encore très flou au niveau des bureaux et des directions, la façon dont ça se passe. Et c'est pareil, la liste des compléments alimentaires là, donc, qui était sur le site de l'EFSA, donc on a récupéré pour la mettre à disposition sur notre site à nous. On ne sait pas vraiment en fait ce que ça va devenir. Est-ce qu'elle va rester lettre morte? Est-ce qu'il va falloir l'appliquer? Il y a une colonne qui dit voilà les substances à surveiller. Qu'est-ce que ça veut dire les substances à surveiller? Suivant qu'on interroge la direction à Paris ou qu'on interroge les gens de la répression des fraudes de façon régionale, ils n'ont pas la même lecture de substances à surveiller. Donc c'est vraiment encore très complexe, on est beaucoup dans l'interprétation. Voilà. Ok, merci Denis. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Vincent? Alors, de ce que j'ai compris de l'étude, cette structuration, en fait, c'est une demande de structuration de la production agricole. C'est-à-dire de diminuer le nombre d'intervenants pour avoir moins de portes d'entrée, donc plus de facilité pour les acheteurs pour se fournir en qualité, etc. Et c'est un peu ça le but. Autrement, la structuration au niveau des entreprises de distribution, il y a, par exemple, dans le domaine de Reach, des associations qui se mettent en place pour défendre, par exemple, les huiles essentielles à linalol. On voit la même chose qui se met en place pour les additifs en alimentation animale, où il y a des entreprises qui se regroupent pour mettre en commun des dossiers qui vont comporter des parties qualification des matières premières, description des méthodes, validation des méthodes, etc. Je crois que vu le coût que représentent ces nouvelles exigences, ça s'appelle les consortiums, voilà, sans regroupement au moins sur des objectifs précis des entreprises, ça va être difficile, quoi. Pour moi, ça va être vraiment que les grosses entreprises qui vont avoir les moyens de le faire.